Let's see what we got. All the way up. Go! Here's Chauncey Billups. Here he is. He's got it. He's got it. Chauncey Billups hits the three. With a steal and the drive. Lays it up. Lays it in. Count that, baby. And a foul. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des trois Pistons. À chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Je suis Winston, supporter des Pistons depuis le début des années 2000, passionné de l'histoire de la NBA en général et animateur de ce podcast depuis 3 ans maintenant. Et aujourd'hui, on va peut-être un peu moins parler des Pistons, mais on va parler d'une légende de ce sport qui a été un pionnier pour les droits des joueurs, de tous les joueurs d'ailleurs, et qui a fait énormément de sacrifices pour atteindre son objectif et dont l'héritage se mesure encore énormément aujourd'hui. On va parler de Spencer Haywood, qui est l'homme grâce à qui les basketteurs peuvent débarquer en NBA avant de boucler l'entièreté de leur cursus universitaire de 4 ans. Aujourd'hui, si les joueurs font tous du one and done, c'est-à-dire une année en NCAA puis le grand saut en NBA, eh bien c'est grâce à Spencer Haywood. Et avant ça, si des joueurs comme Kobe Bryant, Kevin Garnett ou LeBron James ont pu passer du lycée directement à la NBA, c'est aussi grâce à Spencer Haywood. Et puis vous pouvez remonter encore plus loin, des légendes des années 80 comme Isiah Thomas bien sûr, ou Magic Johnson, qui ont pu se déclarer à la draft après 1, 2, voire 3 années NCAA. C'est toujours grâce à Spencer Haywood. C'est grâce à lui que les joueurs ont pu eux-mêmes décider quand se présenter à la draft et non pas au moment où la ligue l'a décidé pour eux. Alors, bien sûr, Spencer Haywood n'a jamais joué chez les Pistons, mais il a sa place dans les chroniques de Motor City pour ses attaches très fortes avec Détroit, là où il a commencé à devenir vraiment amoureux du basket pendant ses années lycée, et aussi là où il s'est montré pour la première fois au grand public lors de son année à l'université. Et c'est justement pendant son passage à Détroit qu'il choisira justement d'interrompre son cursus et donc de rentrer en guerre avec la NBA. Donc voilà, pour tout ça, j'avais très envie de parler de Spencer Haywood dans ce podcast. J'ai échangé avec certains d'entre vous d'ailleurs sur Twitter qui m'ont dit qu'ils voulaient bien connaître plus en détail son histoire. Donc bon, j'ai décidé qu'on allait se lancer. Et puis l'action de Spencer Haywood et son impact pour les générations futures, eh bien je pense que ça s'inscrit plutôt assez bien dans la lignée de Earl Lloyd ou de Ray Scott, des pionniers dont on a déjà parlé ici. Et puis, il y a un truc qui me gêne un peu, c'est que la notoriété de Spencer Haywood est finalement pas assez importante par rapport à ce qu'il représente et à tous les sacrifices qu'il a fait. Sans son combat à lui, beaucoup de choses seraient différentes à NBA et ce sport qu'on aime tant serait plus vraiment le même. Donc voilà, je vais essayer à mon humble échelle de rattraper ça. Donc place à Spencer Haywood, l'enfant de Détroit qui a défié et battu la NBA. Donc comme souvent dans nos podcasts, et encore plus quand il s'agit de pionniers comme les Spencer Haywood, autant commencer par le tout début pour bien comprendre les subtilités de l'histoire. Spencer Haywood naît donc en 1949 à Silver City dans la ruralité du Mississippi. Haywood, c'est le dernier d'une famille de 11 enfants et il ne connaîtra jamais son père qui décède 3 mois après sa naissance. Et comme beaucoup de familles noires et pauvres du Mississippi de l'époque, eh bien la famille Haywood vit du métayage. La pratique du métayage, c'est en quelque sorte une location de terre. En fait, il y a un propriétaire, donc typiquement un riche homme blanc, qui permet à un locataire, et malheureusement souvent des familles pauvres noires, de travailler la terre en échange d'une partie de la récolte. Et il ne faut pas aller bien loin pour comprendre que ce système est à sens unique, puisqu'il contraint surtout les métayers à travailler le plus possible pour essayer de dégager la meilleure récolte et donc d'en récupérer une petite partie, et surtout, ça les rend très dépendants des propriétaires. On va faire simple, c'est pas vraiment très loin d'une sorte de nouvel esclavage. Et la famille Haywood récolte donc du coton, du lever au coucher du soleil, et évidemment tout ça sans aucun autre droit du fait de la ségrégation qui régnait dans le sud à ce moment-là. D'après Spencer Haywood lui-même, sa famille ramassait tout le coton, mais aussi tout le maïs, plus tout le reste de la gestion de la ferme
pour que sa mère ne gagne que 2 pauvres dollars par jour. Alors bien sûr, dans ce genre de pauvreté extrême, tout le monde doit contribuer, et dès 14 ans, Spencer Haywood arrête l'école pour ramasser à son tour du coton pour subir lui aussi une autre forme d'esclavage et gagner ses 2 pauvres dollars par jour. Et le racisme déjà là prend une part très importante de sa vie. À chaque occasion où les blancs peuvent s'en prendre à lui, eh bien Spencer Haywood vit cette discrimination. L'année de ses 14 ans justement, il passe une nuit en prison après avoir été accusé de meurtre, puis relâché évidemment puisqu'il n'était pas responsable et puis il avait même un alibi en béton. En gros, dans sa vie très compliquée, le seul point positif, c'est le basket. Avec ses frères, ils jouent dès qu'ils ont le monde libre, c'est-à-dire malheureusement pas souvent, même s'ils n'ont pas de vrai ballon et encore moins de chaussures. Mais le peu de temps qu'il est resté à l'école, Spencer Haywood a montré assez vite beaucoup plus de talent que les autres et il se montre même rapidement comme l'un des meilleurs jeunes de la région. Et globalement, à cause du racisme ambiant, de la présence très forte du Ku Klux Klan et de plusieurs incidents comme celui de l'arrestation, eh bien sa mère se dit que son talent ne peut pas être gâché et décide donc de l'envoyer à 15 ans vivre chez son oncle Joe à Chicago, dans le Nord, où beaucoup de familles noires se rendent en espérant une vie meilleure. Alors, évidemment, c'est pas beaucoup mieux. À Chicago, il y a peut-être moins de racisme violent et direct, mais en fait, les blancs et les noirs sont séparés partout. Transport, commerce, institutions, impossible de se mélanger. Et ce sera la même chose à Détroit, dans la Motor City, où Spencer Haywood déménagera quelques mois après Chicago, chez James et Ida Bell, qui deviendront en quelque sorte des parents adoptifs pour lui. Et à Détroit, Spencer Haywood va enfin pouvoir vraiment profiter de sa passion. Pour la toute première fois, il commence à jouer sérieusement au basket, ce qu'il fera au lycée Pershing de Détroit, coaché par Will Robinson, qui deviendra une figure paternelle très importante pour lui. À partir de l'arrivée d'Haywood, Pershing enchaîne les victoires et lors de sa deuxième année en 1967, eh bien, le lycée de Pershing va même remporter le championnat d'État du Michigan. Il faut que vous vous rendiez compte que c'est un exploit puisque aucune équipe de la ville de Détroit n'avait remporté de championnat d'État depuis 35 ans. Alors, il faut dire que l'équipe était quand même assez incroyable cette année, puisqu'aux côtés de Spencer Haywood, vous aviez également Ralph Simpson, qui sera 5 fois All-Star en ABA et qui jouera pour les Pistons justement en NBA. Cette équipe de Pershing, vous pouvez la considérer comme l'une des toutes meilleures équipes de basketball de lycée de l'histoire du Michigan. En finale, Spencer Haywood marquera 24 points et 17 rebonds dans une victoire 90-66 contre Flint Central, juste après avoir fait une demi-finale à 35 points, ce qui lui vaudra, entre autres, d'être élu dans la All-American Third Team et immédiatement de devenir l'un des prospects les plus intéressants de tout le pays. Et puis, dans la Motor City, Spencer Haywood a aussi pu travailler dans un environnement sain, ce qui lui a donné la possibilité de choisir la fac de son choix. Et contre toute attente, mais finalement assez logiquement, Spencer Haywood choisit de rentrer dans le Sud, principalement pour retrouver sa mère. Et oui, sa mère ne l'a jamais vraiment vu jouer dans un match de basket, ce qui explique donc sa signature à l'université du Tennessee. Sauf que, malheureusement, Spencer Haywood a agi un peu trop vite. Déjà, il n'avait pas réalisé qu'aucun joueur noir n'avait déjà joué pour l'université du Tennessee, et que cette Southeastern Conference, en fait, n'avait aucune envie de le voir débarquer, d'autant plus que le Kentucky d'Adolph Rupp s'était fait battre par Texas Western l'année précédente, et Texas Western avait la particularité d'avoir un 5 majeur composé uniquement de joueurs noirs. Donc ça fait beaucoup de remous, et prétendument en raison de notes trop basses, mais à mon avis simplement à cause de racisme, Spencer Haywood ne mettra jamais les pieds dans le Tennessee et devra se trouver un plan B qui sera le Junior College de Trinidad State dans le Colorado, un collège communautaire, donc en gros une étape intermédiaire beaucoup moins prestigieuse avant la vraie université. Et pour sa saison freshman, eh bien Spencer Haywood tournera à 28,2 points et 22,1 rebonds par match, ce qui lui vaudra le titre de Junior College Player of the Year. Spencer Haywood. He is fouled by Hudson. To the corner to Bob Love of the Bulls. He's looking for Haywood. Gets it to him. Haywood against Dave DeBusschere.
Beautiful shot. That particular area. They're all great marksmen, Bill. They really, truly are. Gifted, graceful athletes. Here's Haywood. Spencer Haywood. Et pendant cette année 1968 où Spencer Haywood réalise sa saison en junior college, eh bien la sélection américaine a de son côté du mal à constituer son roster pour les Jeux Olympiques de Mexico. Les meilleurs joueurs universitaires, donc de la grande NCAA, Lou Alcindor, futur Kareem Abdul-Jabbar, Elvin Hayes ou Wes Unseld choisissent de boycotter la sélection en raison de l'injustice raciale que vivaient les Afro-Américains dans ce pays, dans une période de tension assez forte qui ont notamment mené à l'assassinat de Martin Luther King. Alors, plusieurs autres joueurs moins en avant sont testés, et c'est justement Spencer Haywood qui va être le premier appelé de ces réservistes devant des grands noms comme Pete Maravich, Rick Mount ou Calvin Murphy. À seulement 19 ans, alors qu'il ne joue que dans un collège communautaire, eh bien Spencer Haywood est sélectionné pour représenter les États-Unis dans une grande compétition qui sera évidemment remportée par le Team USA, avec Haywood et le futur Hall of Famer Jojo White en tête d'affiche. Donc après ce passage par Mexico, Haywood rentre chez lui à Détroit pour préparer son futur, sa deuxième année, avec des pistes pour passer son année sophomore soit à UCLA, soit dans la fac de New Mexico. Mais finalement, il reste à la maison. L'université de Détroit, bien moins prestigieuse, lui propose une bourse et un deal un peu spécial. S'il s'engage avec l'université, son coach de lycée, Will Robinson, son mentor, prendra la relève du coach Bob Callahan, qui a prévu de se retirer après la saison 68-69. Donc par loyauté pour son mentor, Spencer Haywood accepte et réalise une énorme saison avec l'université de Détroit, une saison terminée avec 32,1 points et 21,5 rebonds. Sauf qu'à la fin de la saison, donc sa deuxième saison post-lycée, eh bien l'université de Détroit casse sa promesse, n'engage pas Will Robinson et nomme un autre coach. Spencer Haywood décide donc de claquer la porte et de quitter l'université de Détroit. Sauf que la situation devient compliquée pour lui. La NCAA bloque les transferts, ce qui l'empêche d'aller jouer ailleurs, et la situation financière de sa famille s'est dégradée, et son statut d'amateur l'empêche de les aider financièrement. Il voudrait bien passer pro, mais la règle est très stricte pour se présenter à la draft NBA. Il faut absolument avoir complété 4 années de fac. Spencer Haywood n'en est qu'à la moitié, une année dans le junior college, une année à l'université de Détroit, et c'est impossible de l'imaginer tenir encore 2 ans dans cette situation. Et la solution va venir de la ligue concurrente de la NBA, l'ABA. En 1969, l'ABA n'existe que depuis 2 ans, mais pour l'instant, tous les meilleurs joueurs vont en NBA. Et cette saison-là, le meilleur prospect, Lou Alcindor, s'est inscrit à la draft NBA, évidemment. Spencer Haywood, de son côté, représente une super alternative. Il ne veut pas rester dans le circuit NCAA, mais la NBA ne veut pas de lui. Alors, la ABA va inventer une règle nommée la Spencer Haywood Hardship Rules pour permettre aux joueurs de quitter l'école plus tôt et de rejoindre l'ABA dans le cadre de problématiques financières ou de besoins familiaux. Alors, on va être clair tout de suite, il n'y a aucune sincérité dans la démarche de l'ABA, c'est juste une manière détournée de piquer des talents à la NBA, mais pour une personne qui n'a jamais eu la vie facile comme Spencer Haywood, peu importe les intentions, c'est le résultat qui compte. Quand la ABA m'a approché, je me suis dit, je vais être payé et je vais jouer. Ma mère et mes frères qui sont toujours dans le Mississippi et qui gagnent $2 par jour, je peux les faire sortir du champ de coton? Ah ben vas-y, emmène-moi avec toi. Et c'est comme ça qu'en 1969, Spencer Haywood signe avec les Denver Rockets, les futurs Nuggets, un contrat de 6 ans d'une valeur de 1,9 million de dollars. Sans trop savoir quel est son niveau, puisqu'un joueur si jeune n'avait jamais joué avec les pros, Spencer Haywood débarque dans la ABA et va rouler sur la ligue lors de sa saison rookie. 30 points et 19,5 rebonds par match, ce qui lui vaut évidemment le titre de rookie de l'année, mais aussi et surtout le titre de MVP, ce qui s'ajoute à son titre de MVP du ABA All-Star Game qu'il avait eu en cours de saison, dans un match à 23 points, 19 rebonds et 7 contres pour l'équipe de l'Ouest. Avec sa domination, les Rockets gagnent 51 victoires pour seulement 33 défaites, battent les Washington Caps en 7 matchs en demi-finale de division, mais s'inclinent 4-1 contre les Los Angeles Stars en finale de division. Mais peu importe, puisqu'à 21 ans,
Spencer Haywood est le plus jeune joueur, évidemment, à gagner un titre de MVP, et ses 986 paniers ainsi que ses 1637 rebonds sur une saison resteront des records all-time NBA. Le succès de Spencer Haywood crée immédiatement un appel d'air pour d'autres joueurs comme Julius Erving ou George McGuinness qui débarquent en NBA. Mais malheureusement, il y a un hic. Spencer Haywood, qui a signé un contrat de 6 ans d'une valeur de 1,9 million de dollars, se rend compte que les chèques qu'il reçoit sont beaucoup plus faibles que ce qui était prévu. Et quand il demande des explications aux Rockets, on le renvoie aux petites lignes de son contrat. En fait, pendant les 2 premières années de son contrat, Spencer Haywood ne recevra que 50 000 dollars par an, puis 75 000 pendant les 4 suivantes, et devra attendre d'avoir atteint les 40 ans pour se voir payer 15 000 dollars par an pendant 20 ans. Cette arnaque de la NBA est appelée le plan Dolgoff et servait à tromper les jeunes joueurs qui n'avaient pas d'expérience, pas d'agent, pas de conseiller et qui ne pensaient qu'à aider leur famille. He went to the Olympics, scored 144 points. Colleges everywhere wanted this young man. He saw what he needed to do, and he was willing to fight for it. I don't think he realized the cost. Évidemment, sans surprise, Spencer Haywood n'accepte pas ces conditions et décide de claquer la porte des Rockets. Il ne revient pas au training camp, les Rockets le suspendent immédiatement et les 2 parties ne se parlent que par avocat interposé. Et la résolution de cette affaire, elle va venir de Sam Schulman, propriétaire des Sonics de Seattle en NBA. Spencer Haywood n'a toujours pas le droit de jouer dans la ligue, mais Schulman se rend bien compte que la NBA va vite devoir évoluer sur la question si elle ne veut pas se faire piquer tous les talents par la NBA. Alors, il propose un contrat de 6 ans à Spencer Haywood, le même qu'en NBA, mais sans étalement de l'argent sur 30 ans. Et puisque Spencer Haywood ne pourra pas jouer pendant encore 1 an, le temps que sa classe de draft arrive aux 4 ans réglementaires NCAA, Seattle propose de le payer pendant qu'il reste en tribune. Spencer Haywood accepte donc le contrat, devient joueur des Sonics, mais refuse d'être payé à rien faire et choisit de jouer quand même. Évidemment, la NBA décide de le poursuivre pour l'interdire de jouer, ce qui mènera à une contre-attaque de Spencer Haywood et des Sonics, accusant la NBA de profiter de son monopole pour empêcher toute une catégorie sociale d'accéder à la ligue. Et à partir de là, c'est un vrai combat qui s'engage pour Spencer Haywood. Pendant toute sa saison rookie, il va jongler entre terrain de basket et tribunaux, autorisation de jouer et appel suspensif, jusqu'aux injonctions qui vont lui interdire l'accès aux salles NBA. La première procédure devant un tribunal de district donne raison à Spencer Haywood, qui pourra donc poser pour la première fois les pieds sur le parquet NBA en janvier 1971. Avant ça, il participait aux échauffements avec les Sonics, mais devait toujours quitter le parquet avant le début du match. Et parfois, c'était même avant ça, quand des injections spéciales étaient mises en place contre lui et qu'il apprenait l'info par le speaker de la salle. Mesdames et messieurs, nous avons un joueur illégal sur le terrain, le numéro 24. Nous avons une injonction ce soir, il doit être escorté hors de l'arène. Spencer Haywood sera par exemple poursuivi en plus par les Bulls et par les Cincinnati Royals qui refusaient que le match se déroule s'il était même dans la salle. Bien sûr, tout ça, ça vaudra à Spencer Haywood la haine des fans adverses et malheureusement beaucoup d'insultes, principalement liées à sa couleur de peau, évidemment. Et puis, il ne pouvait pas non plus compter sur l'association des joueurs, puisqu'en fait la NBA avait fait comprendre aux vétérans que si des joueurs débarquaient en NBA sans faire leurs 4 ans de fac, ils allaient justement leur piquer leur job. Donc bref. Mais finalement, la position de la NBA n'était pas tenable, et c'est la Cour suprême carrément des États-Unis qui, tout au bout du processus, va trancher et va supprimer l'exigence de la Ligue à obliger d'attendre 4 ans après la sortie du lycée. Les juges de la Cour suprême, dont on retrouve Thurgood Marshall, premier juge afro-américain de cette juridiction, ont considéré qu'empêcher Spencer Haywood de jouer au basket lui infligerait, ouvrez les guillemets, une blessure irréparable, car une partie substantielle de sa carrière de joueur sera altérée. Sa condition physique et ses compétences vont se détériorer par manque de compétition de haut niveau, la considération du public qui voit en lui une superstar diminuera au détriment de sa carrière. Son estime de soi et sa fierté auront été blessés et une grande injustice sera là commise. Fermez les guillemets. À partir de là,
la NBA n'aura d'autre choix que de laisser Spencer Haywood jouer au basket avec les Sonics, le reste de l'affaire sera réglé à l'amiable et la NBA modifiera, à partir de la saison d'après, sa règle de 4 ans pour permettre aux joueurs d'entrer dans la ligue plus tôt en cas de difficulté. Mais la NBA n'appellera pas ça la Spencer Haywood Hardship Rules comme en NBA, mais tout simplement la Hardship Rule tout court, histoire de masquer un peu son échec. À 22 ans, Spencer Haywood commencera enfin une carrière de basketteur plus ou moins normale. Son meilleur passage sera évidemment à Seattle, où il jouera 5 ans pour les Sonics, là où il décrochera 4 sélections All-Star et 4 sélections All-NBA Team. Pendant 5 saisons consécutives, il tournera à plus de 20 points par match, dont une saison à 29,2 points par match en 1972-1973. Et pour sa dernière saison à Seattle en 74-75, les Sonics du coach Bill Russell réussiront pour la première fois à qualifier cette jeune équipe en play-off. Cette année-là, les Sonics de Spencer Haywood élimineront qui ? Les Pistons au premier tour, avant de perdre contre le champion, les Golden State Warriors, en demi-finale de conférence. La suite de la carrière de Spencer Haywood sera plus compliquée avec un trade chez les Knicks où il mènera une vie de star pendant quelques saisons avant d'être échangé au Jazz, à l'époque encore la Nouvelle-Orléans, puis aux Lakers l'année suivante où il sera un remplaçant de luxe pour Kareem Abdul-Jabbar lors de la saison rookie de Magic Johnson. Spencer Haywood sera champion cette année-là avec les Lakers, mais sera mis de côté en finale pour avoir été accro à la cocaïne, une dépendance dont il se soignera en Italie pendant 1 an avant de finir discrètement sa carrière chez les Bullets. Sobre aujourd'hui depuis 30 ans, Spencer Haywood est ensuite retourné à Détroit où il a notamment investi dans le développement immobilier de la Motor City. Depuis, Spencer Haywood a également été reconnu pour son combat avec notamment une entrée au Hall of Fame en 2015 et son maillot qui a été retiré à la fois au lycée de Pershing et aussi à l'université de Détroit. Mais malgré tout, comme je l'ai dit en intro, le public ne connaît pas tellement son combat. C'est son combat qui a permis à tous les joueurs depuis 50 ans de se rendre éligibles à la draft NBA avant de terminer les 4 ans de fac. Vous pouvez prendre les 10, les 20 derniers premiers choix de draft, voire même le top 5, le top 10. Aucun de ces joueurs n'a passé 4 ans en NCAA. Chacun a profité de la règle Spencer Haywood et a pu aller en NBA après 1 an, voire même aucun pour certains. Mais au-delà de ça, ce qui est important à dire aussi, c'est que Spencer Haywood, c'était aussi un super joueur, une force de la nature inarrêtable à son époque, qui a dominé la ABA, qui a été excellent en NBA, un très très bon joueur offensif, impossible à battre au rebond. S'il est au Hall of Fame, c'est aussi pour ça, c'est aussi pour son jeu, ça va au-delà de son combat contre la NBA. Depuis, la NBA elle-même a revu sa position. Après l'autorisation à partir de 1971 d'accepter les joueurs avant la fin de leur cursus à condition qu'ils prouvent leurs difficultés, la Ligue a carrément fait sauter cette contrainte de difficulté 5 ans plus tard, en 1976. Depuis, Spencer Haywood a continué à travailler avec la NBA et avec l'association des joueurs pour plus de reconnaissance pour ses efforts et peut-être enfin un jour appeler cette fameuse règle avec son nom. Mais la NBA, qui laisse traîner un peu les choses, s'est faite doubler par Hollywood et c'est la récente diffusion en 2022 de la série HBO Winning Times qui a mis de nouveau Spencer Haywood en lumière. Dans cette série sur la première saison de Magic Johnson en NBA, donc aux Lakers, Spencer Haywood est un personnage secondaire interprété par l'excellent Wood Harris, mythique Avon Barksdale dans The Wire. Dans la série, on insiste bien sur le fait que Spencer Haywood se soit battu pour les autres et qu'il en a souffert, autant dans sa carrière que dans sa vie perso. Pour de nombreuses personnes, y compris des joueurs NBA, ils ont découvert pour la première fois le nom de Spencer Haywood et se sont intéressés à ce qu'il a apporté à la NBA. Spencer Haywood a même réagi lui-même en disant que la diffusion de cette série avait été une bénédiction pour lui puisque les gens se sont enfin intéressés à son histoire. Et de mon côté, j'espère aussi avoir apporté ma pierre à l'édifice avec ce podcast. Alors, je connaissais l'histoire de Spencer Haywood, peut-être pas dans le détail, mais j'avais creusé son histoire lors de mes recherches dans le podcast sur Sainte Cecilia, une salle qu'il avait évidemment fréquentée.
Et puis, c'est justement récemment tous ces articles qui sont sortis pendant Winning Times qui m'ont donné envie d'en parler. Bref, j'espère que vous avez apprécié ce podcast et que vous avez peut-être appris quelque chose aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été là. Vous le savez si vous êtes un auditeur fidèle, mais je le dis toujours en fin de podcast, les chroniques de Motor City sont à retrouver sur toutes les bonnes applis de podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, et petit à petit, on ajoute également les anciens épisodes en vidéo sur YouTube. Si vous écoutez sur Apple Podcast ou sur Spotify, pensez aux 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et sinon, tout simplement, parlez-en autour de vous pour faire découvrir l'histoire de Spencer Haywood à votre réseau. Sinon, en attendant le prochain podcast, je vous invite à me retrouver sur Twitter @MotorCityPod. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique où on reparlera vraiment des Pistons. Bye.